Le 5 juin 1969, province de Tay Ninh. À l'intérieur du périmètre de la base de soutien-feu Crook, 400 Américains dorment ou montent la garde. Ils sont fatigués. Ils sont sales. Ils ont 18, 19 et 20 ans. Ils croient être les défenseurs. Ils croient tenir un morceau de terrain au milieu de nulle part pour empêcher un ennemi de franchir une ligne sur une carte. Mais au-delà des barbelés, les soldats de la 9e division de l'armée nord-vietnamienne voient autre chose. Ils ne voient pas une forteresse, ils voient une cible. Ils voient un petit cercle isolé de boue et de sacs de sable qui a été déposé dans leur arrière-cour. Ils ont observé cette base pendant des jours. Ils ont compté les fosses de mortier. Ils ont cartographié les bunkers. Ils ont rampé dans la boue sur le ventre centimètre par centimètre, coupant les brins inférieurs de fils barbelés concertina, laissant les brins supérieurs intacts pour tromper un regard distrait. Ils sont le 272e régiment. Ils sont des vétérans de l'offensive du Tet. Ils sont des troupes de choc. Et ils sont absolument certains que cette nuit, ils submergeront cette base. Ils déferleront sur les remblais. Ils retourneront les canons américains contre les soldats américains. Ils planteront leur drapeau au sommet du bunker de commandement avant le lever du soleil. Ils ont tort. Dans les 48 heures qui suivent, l'attaque de la base de tir Crook ne deviendra pas une victoire pour la Révolution. Elle deviendra une étude des mathématiques terrifiantes de la puissance de feu moderne. Ce sera une collision entre la vague humaine et l'obus ruche, entre le sapeur et le radar, entre la volonté de mourir et la capacité industrielle de tuer. Quand la fumée se dissipera, la disparité du nombre de morts sera si extrême que les analystes à Saigon refuseront initialement de croire les rapports. Les forces nord-vietnamiennes marchent vers un hachoir à viande qui a été calibré avec la précision d'une montre suisse. Ils pensent être les chasseurs. Ils ne réalisent pas qu'ils sont l'appât. Juin 1969 est une période étrange au Vietnam. La guerre change, mais les tueries ne s'arrêtent pas. À Paris, des diplomates en costume sont assis autour de tables polies, débattant de la forme de la table de négociation et des protocoles de paix. À Washington, le président Nixon parle de vietnamisation. Il parle de ramener les garçons à la maison. Il parle de confier la guerre aux Sud-Vietnamiens. Le public américain est fatigué. Les protestations deviennent plus bruyantes. Le sentiment dans l'air là-bas dans le monde est que la guerre se termine, que le point culminant est passé, que les grandes batailles de 1965, 1967 et 1968 appartiennent à l'histoire. Mais dans les jungles de Tay Ninh, personne n'a dit à l'armée nord-vietnamienne que la guerre est terminée. Personne n'a dit à la 25e division d'infanterie qu'elle peut arrêter de patrouiller. En fait, la guerre dans la première moitié de 1969 est plus chaude, plus vive et plus violente que presque toute autre période. La stratégie est passée des opérations massives de recherche et destruction de Westmoreland aux tactiques d'aimants de Creighton Abrams. L'idée est brutale dans sa simplicité. Vous ne poursuivez pas l'ennemi à travers la jungle jusqu'à l'épuisement. Vous n'irez pas sans but en espérant tomber sur un régiment. Au lieu de cela, vous construisez une base de tir. Vous déposez un peloton d'artillerie et une compagnie d'infanterie dans un endroit vulnérable. Vous restez là, vous attendez, vous invitez l'attaque, vous vous faites la cible. Et quand l'ennemi mord à l'hameçon, quand il masse ses forces pour vous anéantir, vous déchaînez une tempête coordonnée d'artillerie, de soutien aérien et d'armes lourdes qui les oblitèrent. La base de tir Crook est l'appât. Pour comprendre pourquoi le massacre à Crook s'est produit, vous devez comprendre où elle se trouvait. Éloignez-vous de la boue du remblai. Regardez la carte du Sud-Vietnam. Regardez au nord-ouest de Saigon. Il y a une province appelée Tay Ninh. Elle est plate, chaude et dangereuse. Elle est bordée sur 3 côtés par le Cambodge. À l'ouest, la frontière s'avance dans le Vietnam comme un crochet. C'est le bec du perroquet. Au nord, la jungle s'étend dans le sanctuaire infini des terres khmers. Pendant des années, l'armée nord-vietnamienne a utilisé le Cambodge comme zone de rassemblement. Ils construisent leur camp de base de l'autre côté de la frontière, à l'abri des troupes terrestres américaines. Ils stockent leur riz. Ils empilent leurs caisses de munitions d'AK-47. Ils se reposent. Ils s'entraînent. Et quand ils sont prêts, ils marchent vers l'est, traversant la frontière vers Tay Ninh, se dirigeant vers Saigon. Tay Ninh est l'autoroute vers la capitale. Si vous contrôlez Tay Ninh, vous tenez un poignard à la gorge de Saigon. Au printemps de 1969, les forces nord-vietnamiennes sont désespérées pour une victoire. L'offensive du Tet de 1968 a été un désastre militaire pour eux, mais une victoire politique. Ils doivent maintenir la pression. Ils doivent montrer aux Américains qu'ils ne sont pas vaincus. Ils doivent montrer aux négociateurs à Paris qu'ils contrôlent le champ de bataille. Ils décident de lancer une offensive d'été. La cible est la ville de Tay Ninh.
Mais se dressant sur leur chemin, comme une pierre dans un ruisseau, se trouve un réseau de bases de tir américaines. La base de tir Crook n'est pas un château, c'est une cicatrice temporaire sur le paysage. Elle a été établie en avril 1969, seulement 2 mois avant l'attaque. Elle se trouve à environ 18 km au nord-ouest de la ville de Tay Ninh, inconfortablement proche de la frontière cambodgienne. Les hommes qui l'ont construite, les hommes du 3e bataillon, 22e infanterie, ne l'ont pas construite pour le confort. Ils l'ont construite pour la survie. Le 3e bataillon, 22e infanterie, ils s'appellent eux-mêmes les réguliers. Ils sont une unité avec une lignée qui remonte à la guerre de 1812. Mais l'histoire n'arrête pas les balles. Les hommes à l'intérieur du périmètre sont un mélange de conscrits et de militaires de carrière. Ils sont commandés par le lieutenant-colonel Robert B. Carmichael. Carmichael est un professionnel. Il connaît le terrain, il connaît l'ennemi, et il sait que sa base est située sur une route d'infiltration majeure. Il sait que les forces nord-vietnamiennes ne peuvent pas l'ignorer. S'ils veulent déplacer des fournitures et des hommes vers Saigon, ils doivent s'occuper de l'artillerie à Crook. La base abrite une batterie d'obusiers légers de 105 mm du 7e bataillon, 11e artillerie. Ces canons peuvent lancer un obus explosif à 11 km. Ils peuvent faire pleuvoir la mort sur n'importe quelle piste, n'importe quel complexe de bunkers, n'importe quel passage de rivière dans leurs rayons. Pour les commandants nord-vietnamiens de l'autre côté de la frontière, la base de tir Crook est une insulte intolérable. Elle doit disparaître. L'architecture de la base est trompeuse. Depuis les airs, elle ressemble à un fouillis chaotique de formes géométriques brunes découpées dans la broussaille verte. Mais au sol, c'est une machine à tuer soigneusement conçue. Le périmètre extérieur est un remblai de terre bulldozée du sol latéritique. Il est assez épais pour arrêter les tirs d'armes légères. Il est assez haut pour fournir une marge de tir pour l'infanterie. Au-delà du remblai, les ingénieurs ont disposé les barbelés. Pas seulement une seule clôture, mais des couches. Fils barbelés concertina, disposés en motif conçus pour canaliser les attaquants dans des couloirs spécifiques. À l'intérieur du périmètre, l'agencement est serré. Les fosses d'artillerie sont au centre, le cœur de la bête. Les canons sont enterrés, entourés de sacs de sable pointés vers l'extérieur. Autour d'eux se trouvent les bunkers de l'infanterie. Ce ne sont pas de simples trous dans le sol. Ils sont renforcés avec du bois et des treillis métalliques. Ils sont couverts de couches de sacs de sable pour absorber l'impact des obus de mortier. Chaque bunker a un champ de tir. Chaque mitrailleuse est positionnée pour s'imbriquer avec celle d'à côté. Si vous vous tenez à un bunker et regardez dehors, vous couvrez le front de votre voisin. Si l'ennemi attaque votre voisin, vous lui tirez dessus de côté. C'est le principe du tir rasant. Un mur de plomb qui se tient à hauteur de genoux et s'étend sur tout le périmètre. Mais l'arme la plus importante à la base de tir Crook n'est pas le fusil M16. Ce n'est même pas l'obusier de 105 mm, c'est le capteur. En 1969, la machine militaire américaine a commencé à introduire une nouvelle génération de technologies sur le champ de bataille. Les forces nord-vietnamiennes sont maîtres de la nuit. Pendant des années, ils ont possédé l'obscurité. Ils se déplacent quand le soleil se couche. Ils attaquent quand les Américains sont aveugles. Mais les Américains ne sont plus aveugles. Sur le périmètre de la base de tir Crook, il y a d'étranges dispositifs. La lunette Starlight, un tube encombrant et lourd qui amplifie la lumière ambiante des étoiles et de la Lune. Elle transforme la jungle noire comme de l'encre en un paysage vert fantomatique. Un soldat regardant à travers une lunette Starlight peut voir un homme se déplacer à 200 mètres par une nuit sans lune. Il peut le voir couper les barbelés. Il peut le voir ramper avec une charge explosive. Et il y a autre chose, le radar PPS-5. C'est un radar de surveillance au sol. Il ressemble à une petite antenne parabolique montée sur un trépied. Il envoie des ondes invisibles qui rebondissent sur les objets en mouvement. Il peut détecter une escouade d'hommes se déplaçant à travers l'herbe à éléphants à une distance de 5 km. Il crée un point sur un écran et un ton audible dans le casque de l'opérateur. Le ton change selon ce que le radar voit. Un homme qui marche sonne différemment d'un véhicule en mouvement. Un homme qui rampe sonne différemment d'une branche d'arbre qui se balance. Les hommes à Crook écoutent, ils regardent. Ils ne comptent pas seulement sur leurs yeux, ils comptent sur le spectre électromagnétique. La montée vers la bataille est lente, méthodique et remplie d'effroi. Fin mai, les rapports de renseignement commencent à arriver au compte-gouttes. Le S2, l'officier du renseignement, voit les signes. Documents capturés, interrogatoires de prisonniers, lecture des capteurs au sol non surveillés que l'armée de l'air largue le long des pistes. Tous les points de données convergent vers une conclusion. La 9e division se déplace. Le 272e régiment se déplace,
et il se dirige vers Crook. Le lieutenant-colonel Carmichael n'ignore pas les avertissements. Il ne suppose pas que ses hommes sont en sécurité. Il ordonne l'amélioration des défenses. « Creusez plus profond », leur dit-il. « Empilez les sacs de sable plus haut. » Les hommes grognent. Il fait 40 degrés à l'ombre. L'humidité est de 90%. Creuser dans le sol latéritique, c'est comme frapper du béton. Mais ils creusent. Ils dégagent les champs de tir. Ils coupent la broussaille à l'extérieur des barbelés sur des centaines de mètres. Ils veulent voir ce qui arrive. La logistique est la ligne de vie. Chaque jour, les hélicoptères Chinook arrivent en claquant, balançant des charges suspendues de munitions sous leur ventre, des caisses de cartouches de 5,56 mm, des caisses de grenades de 40 mm et les obus d'artillerie, palette après palette d'explosifs de 105 mm. Mais mélangés aux explosifs se trouvent les obus spéciaux, les ruches. L'obus ruche est une invention terrifiante. C'est un obus d'artillerie rempli non pas d'explosifs, mais de milliers de minuscules fléchettes d'acier. Petites flèches. Chacune fait environ 2,5 cm de long, avec des ailettes pour la stabilité. Quand l'obus explose, il ne se brise pas, il s'ouvre. Il vomit ces milliers de fléchettes vers l'avant dans un cône qui s'élargit. Il transforme un obusier en un fusil de chasse gigantesque. Il est conçu pour une chose, les attaques d'infanterie massées à découvert. Il est conçu pour déchiqueter la chair humaine. Les artilleurs à Crook empilent les obus ruches près de leurs canons. Ils les fusionnent pour une explosion à la bouche. Cela signifie que l'obus s'ouvrira à l'instant où il quitte le canon. Il balayera le périmètre proprement. L'atmosphère à l'intérieur de la base dans les premiers jours de juin est tendue. Vous pouvez le sentir dans la façon dont les hommes se déplacent. Ils nettoient leurs armes 3 fois par jour. Ils vérifient leurs grenades. Ils écrivent des lettres à la maison qu'ils ne finissent pas. Il y a un sentiment d'inévitabilité. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. De l'autre côté des barbelés, le commandant nord-vietnamien se prépare également. C'est aussi un professionnel. Il a étudié les tactiques américaines. Il connaît l'artillerie. Il connaît le soutien aérien. Son plan repose sur la vitesse et le choc. Il ne peut pas gagner une longue bataille. Il ne peut pas tenir tête à la puissance de feu américaine. Il doit entrer. Il doit se rapprocher. La tactique s'appelle « saisir la boucle de ceinture ». Si vous pouvez vous approcher assez près des Américains, si vous pouvez entrer dans leur périmètre et mélanger vos troupes avec les leurs, l'artillerie ne peut pas tirer. Les avions ne peuvent pas larguer du napalm. Vous annulez leur avantage. Vous transformez la bataille en combat au couteau. Et dans un combat au couteau, les forces nord-vietnamiennes croient avoir l'esprit supérieur. Le plan nord-vietnamien pour la base de tir Crook est complexe. Il implique une diversion. Il implique un effort principal. Il implique un soutien d'armes lourdes de leur côté. Ils ont traîné des mortiers et des canons sans recul à travers la jungle. Ils les ont installés dans des positions dissimulées. Ils pilonneront la base pour garder les têtes américaines baissées. Ensuite, les sapeurs entreront. Les sapeurs sont l'élite des forces nord-vietnamiennes. Ils ne sont pas seulement de l'infanterie. Ils sont des spécialistes en démolition et infiltration. Ils s'entraînent à se déplacer silencieusement. Ils se déshabillent jusqu'à leurs sous-vêtements. Ils couvrent leur corps de graisse et de charbon pour se fondre dans l'obscurité et se glisser à travers les barbelés. Ils portent des charges explosives, des sacs en toile remplis de TNT. Leur travail est de percer les barbelés, de faire des trous dans le remblai, de détruire les bunkers. Ils sont la pointe de la lance. Pendant 3 nuits, les sapeurs sondent les barbelés à Crook. Ils testent les défenses. Ils observent les schémas de garde. Ils cherchent le point faible. Les Américains les voient parfois. Une ombre qui bouge, un craquement de brindilles, une fusée éclairante qui se déclenche. Il y a de brefs échanges de tirs, une rafale de M16, un seul coup d'AK, puis le silence. C'est un jeu du chat et de la souris, mais les Américains savent que ce ne sont que les éclaireurs. Le gros des troupes est encore là-bas, à attendre. Le 4 juin, le soleil se couche. La chaleur ne se dissipe pas. L'air est épais et lourd. Les moustiques sont sortis en force. Sur le périmètre, les hommes du 3e bataillon, 22e infanterie, s'installent dans leurs trous. Ils vérifient les mines Claymore. La Claymore est une mine antipersonnelle directionnelle. C'est une boîte en plastique vert incurvée, remplie d'explosifs C4 et de 700 billes d'acier. Elle repose sur de petites pattes pointant vers l'extérieur. Elle est déclenchée par un détonateur, une gâchette manuelle reliée par un fil. Quand vous pressez le détonateur, la Claymore explose, envoyant un éventail de billes d'acier dans un arc de 60 degrés. Elle est mortelle jusqu'à 50 mètres. Les soldats à Crook ont installé des rangées de Claymore. Elles sont la dernière ligne de défense avant le remblai. Carmichael fait le tour.
Il parle au chef de peloton. Il vérifie les communications. Il s'assure que l'officier de liaison d'artillerie est prêt. Il s'assure que le contrôleur aérien avancé est en attente. Il sait que ce soir pourrait être le soir. Le radar a détecté des mouvements toute la journée, des points sur l'écran, des groupes d'hommes se déplaçant vers le sud. Pas seulement des escouades, des pelotons, des compagnies. La forêt se remplit. À 2 heures, la base passe en alerte à 50%. La moitié des hommes sont éveillés, la moitié dorment avec leurs bottes aux pieds et leurs fusils dans les mains. À 24 heures, minuit, le silence est absolu. C'est le milieu profond et sombre de la nuit. La lune est obscurcie par les nuages. La visibilité est presque nulle sans les lunettes Starlight. À travers la lueur verte des lunettes, les sentinelles observent. L'herbe se balance. Est-ce le vent ou est-ce un homme? L'esprit vous joue des tours dans l'obscurité. Un buisson devient un soldat accroupi. Une ombre devient un fusil. Vous fixez jusqu'à ce que vos yeux brûlent. Vous clignez des yeux et l'image change. 1 heure, 5 juin. L'opérateur radar dans le bunker de commandement le voit. Un signal continu, une masse en mouvement. Pas à 5 km, pas à 2, 800 mètres. « Monsieur, j'ai du mouvement. Grande formation, azimut 280. » Carmichael reçoit le rapport. Il n'hésite pas. Il demande un tir de harcèlement et d'interdiction. Harcèlement et interdiction. Les 105 mm aboient. Boum, boum. Les obus sifflent dans l'obscurité. Ils explosent dans la jungle. Crac, crac. Le silence revient. Ont-ils touché quelque chose? Ont-ils dispersé l'attaque ou ne font-ils que remuer la terre? Le commandant de l'armée nord-vietnamienne entend les obus. Il sait que les Américains sont nerveux, mais il ne s'arrête pas. Il donne l'ordre. Les sapeurs avancent. Ils rampent maintenant. Ils sont au barbelé. Ils coupent. Snip, snip. Le son est minuscule, perdu dans le bruit des insectes. 30 heures. Une sentinelle sur le périmètre sud se fige. Il entend un son qui n'appartient pas à cet endroit. Un clic métallique. Le son de coupe-fils. Il lève son M16. Il scrute l'obscurité. Il voit une forme. Il ne crie pas. Il presse la détente. Pop, pop, pop. Les 3 coups retentissent comme un coup de tonnerre. Instantanément, la jungle explose. Cela ne commence pas par quelques coups de feu. Cela commence avec tout. Un barrage de grenades propulsées par fusée, RPG, s'abat sur le remblai. Des traceurs verts jaillissent de la lisière des arbres. Des obus de mortier commencent à marcher à travers le complexe. Le bruit est assourdissant. C'est un mur de son. Le boom whoosh des RPG. Le crac-crac des AK-47. Le hurlement des tirs entrants. L'erreur a commencé. L'armée nord-vietnamienne lance son assaut. Ils crient en courant. Ils soufflent dans leurs sifflets. Ils sonnent du clairon. C'est de la guerre psychologique. Ils veulent terrifier les défenseurs. Ils veulent les submerger par le bruit et la violence. Ils se précipitent vers le barbelé. Les sapeurs lancent leurs torpilles Bangalore, de longs tubes d'explosifs sous les concertinas. Boum! Des brèches s'ouvrent. L'infanterie se déverse à travers. Mais les hommes de la base de tir Crook ne sont pas terrifiés. Ils sont prêts. Le périmètre s'illumine. Les mitrailleuses américaines ouvrent le feu. Les M60, les M250 calibre. Elles balaient le sol. Les traceurs rouges des Américains croisent les traceurs verts de l'armée nord-vietnamienne. Cela ressemble à un spectacle laser venu de l'enfer. Carmichael est à la radio. Flash, flash, flash. Ici Crook sous attaque terrestre massive. Il demande l'artillerie, mais pas les canons de Crook. Il tire en tir direct, à bout portant dans le barbelé. Il demande le tir de soutien, les gros canons, les obusiers de 175 mm et de 8 pouces des bases de tir voisines. Base de tir Santa Barbara, base de tir Diamond. Ils ont déjà tracé les tirs défensifs. Ils savent exactement où tirer. En quelques minutes, le ciel au-dessus de Crook est déchiré. Des obus d'artillerie venant de kilomètres de distance arrivent en hurlant. Ils sont réglés pour exploser en l'air. Ils explosent au-dessus, faisant pleuvoir des éclats d'obus sur les vagues d'assaut. Et puis les ruches se déchaînent. Les artilleurs de Crook abaissent leur 105 à élévation 0. Ils visent horizontalement. Ils regardent dans les viseurs la masse d'ombre se précipitant vers le remblai. Feu, crac. Le souffle de la bouche est énorme. Un cône de fléchettes d'acier jaillit du canon. Il frappe le barbelé. Il frappe l'herbe. Il frappe les hommes. Il déchiquette la végétation. Il déchiquette les sacs de sable. Il traverse les rangs de l'armée nord-vietnamienne comme une faux invisible géante. Les hommes tombent en pleine course. La charge affaiblit. Mais l'armée nord-vietnamienne est disciplinée. Elle ne rompt pas. Ils enjambent les corps de leurs camarades. Ils continuent d'avancer. Ils ont franchi le barbelé extérieur. Ils sont au remblai. Un sapeur parvient à un bunker. Il lance une charge explosive. Blam!
Le bunker s'effondre. La poussière et la fumée remplissent l'air. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur du périmètre. Quelqu'un hurle dans la radio. C'est le moment que l'armée nord-vietnamienne attendait. La boucle de ceinture. Ils sont proches. Ils pensent avoir neutralisé la puissance de feu américaine. Ils ont tort. Parce que Carmichael a une autre carte à jouer. Il demande un trafic flash. Il demande l'aviation. Donnez-moi Spooky. Donnez-moi les avions rapides. Haut au-dessus des nuages, tournant dans le ciel nocturne, se trouve un avion de combat AC-47. Indicatif d'appel, Spooky. C'est un vieux avion cargo, un Gunny Bird de la Seconde Guerre mondiale. Mais il a été modifié. Dépassant des fenêtres latérales se trouvent 3 miniguns, des mitrailleuses Gatling électriques. Chacune peut tirer 6000 coups par minute. Spooky est en position. Le pilote regarde en bas. Il voit les traceurs. Il voit le cercle de feu. C'est Crook. Crook, ici Spooky 21. Nous sommes au-dessus. Marquez votre cible. Carmichael n'hésite pas. Spooky. La marque est le périmètre. Lâchez-le sur le barbelé. Bien reçu. Sur le barbelé. Le pilote incline l'avion. Il entre dans un virage en pylône. Les artilleurs à l'intérieur. Pressent les détentes. Un flot de feu rouge comme un tuyau solide de lumière liquide se déverse du ciel. Cela sonne comme un géant déchirant une toile. Une balle sur 5 est un traceur, mais entre les traceurs se trouvent 4 balles ordinaires. Le flot frappe la terre. Il retourne le sol. Il crée un mur de mort qu'aucun être humain ne peut franchir. Les soldats de l'armée nord-vietnamienne pris à découvert sont désintégrés. Le sol éclate en milliers de minuscules geysers de terre et de sang. C'est la réalité du piège. L'armée nord-vietnamienne a apporté du courage, elle a apporté la surprise, elle a apporté le nombre. Mais elle les a apportés à un endroit qui a été conçu, ingénié et approvisionné pour détruire exactement ces choses. Ils sont entrés dans un problème de physique qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Mais la bataille n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. La première vague a été arrêtée, mais le commandant de l'armée nord-vietnamienne a des réserves. Il a le 272e régiment, et il n'est pas prêt à abandonner. Il se retire, il se regroupe. Il attend que Spooky soit à court de munitions ou de carburant. Il attend que le soleil se lève. Il pense pouvoir trouver une brèche. Il ne sait pas que Carmichael regarde à nouveau le radar. Les signaux sont toujours là, plus nombreux. L'erreur n'était pas seulement d'attaquer. L'erreur était de penser que les Américains se battraient loyalement. Les Américains ne se battent pas loyalement. Ils se battent avec des systèmes. Et le système ne fait que s'échauffer. Alors que l'aube du 5 juin approche, la fumée plane bas sur la base. L'odeur de cordite et de chair brûlée est écrasante. Les gémissements des blessés dérivent depuis le barbelé. Les Américains vérifient leurs munitions, ils boivent de l'eau, ils fixent le carnage. Ils savent que ce n'est pas fini. La jungle est encore pleine d'yeux. « Réapprovisionnez les canons », ordonne Carmichael. « Amenez les blessés au poste de secours, vérifiez les lignes. » Les soldats se déplacent avec l'efficacité robotique du choc. Ils ont survécu au premier round, mais ils savent que l'ennemi est têtu. La 9e division de l'armée nord-vietnamienne a une réputation. Elle n'abandonne pas facilement. Elle reviendra, et quand elle le fera, elle sera en colère. Le piège est complet. Le piège a été déclenché, mais la proie riposte. Les prochaines 24 heures décideront si la technologie tient ou si le simple poids du nombre écrasera la machine. La colonne vertébrale logistique de l'armée américaine est sur le point d'être testée. Peuvent-ils faire voler assez de balles? Peuvent-ils tirer assez d'obus? Peuvent-ils empêcher les canons des mitrailleuses de fondre? Le soleil commence à fendre l'horizon. La lumière révèle le premier aperçu de l'énorme erreur. Des corps sont drapés sur le barbelé. Des cratères marquent les champs. Mais l'armée nord-vietnamienne n'est pas partie. Elle creuse. Elle installe des positions de tireurs d'élite. Elle amène plus de mortiers. La bataille de la base de tir Crook est passée d'une embuscade nocturne à un siège. Et les Américains sont sur le point d'introduire un niveau de violence qui choquera même les vétérans de la 25e division. Le système est éveillé et il a faim. L'aube s'est levée sur la province de Tay Ninh le 5 juin comme un bleu, violet et gris, puis un jaune dur et impitoyable. Lorsque la lumière a frappé le périmètre de la base de tir Crook, les hommes du 3e bataillon, 22e infanterie, ont cessé d'acclamer. Ils ont cessé de parler. Ils ont juste fixé. Le concept d'environnement riche en cibles est un euphémisme militaire. C'est une phrase stérile utilisée dans les salles de briefing. Ce que les soldats ont vu draper sur le barbelé concertina et empilé dans l'herbe à éléphant n'était pas une phrase.
C'était une moisson. Les corps étaient partout. Ils étaient empilés dans le barbelé comme du bois de chauffage. Ils étaient affaissés contre les remblais. Ils étaient dispersés sur le terrain découvert où les obus ruches les avaient attrapés. Les sapeurs qui avaient réussi à entrer à l'intérieur du périmètre gisaient là où ils étaient tombés, des charges explosives encore serrées dans leurs mains mortes. Le carnage était si dense que depuis le bunker de commandement, vous ne pouviez pas voir l'herbe dans certains secteurs. Vous ne pouviez voir que les uniformes gris des réguliers de l'armée nord-vietnamienne et les pyjamas noirs des guides Viet Cong locaux. Le décompte a commencé. C'était une comptabilité sinistre. Les soldats sont sortis avec des mouchoirs noués autour de leur visage, sondant les tas avec des canons de fusil. 1, 2, 10, 50, 100. En milieu de matinée, les chiffres étaient tombés. Ils étaient stupéfiants. Les défenseurs avaient trouvé 76 corps ennemis à l'intérieur du barbelé ou drapés dessus. Des patrouilles balayant juste à l'extérieur du périmètre en ont trouvé 323 autres. Pensez à ce nombre. Près de 400 morts confirmés en une seule nuit. Une force de la taille d'un bataillon avait été effectivement effacée de l'ordre de bataille. Et les pertes américaines, 1 mort. 1. C'était un ratio de 400 pour 1. Dans toute autre guerre, dans tout autre siècle, ce serait la fin. Les attaquants survivants se mettraient en déroute. Ils lâcheraient leurs armes et courraient jusqu'à ce que leurs poumons brûlent. Le commandant regarderait la facture du boucher, réaliserait que la position est imprenable et se retirerait pour sauver ses hommes restants. C'est la logique de la guerre, c'est la logique de la survie. Mais c'était le Vietnam. Et la logique du 272e régiment de l'armée nord-vietnamienne était différente. Ils n'ont pas fui. Ils ne se sont pas retirés au Cambodge. Ils se sont fondus dans la lisière des arbres juste hors de vue. Et ils ont attendu. Ils ont regardé les Américains sortir pour compter les morts. Ils ont tiré des coups de tireurs d'élite sur les équipes d'enterrement. Ils ont traîné leurs propres blessés dans les tunnels et les bunkers qu'ils avaient préparés des semaines auparavant. Le commandant de l'armée nord-vietnamienne, dissimulé dans un bunker à quelques kilomètres, a regardé les rapports. Il avait perdu un bataillon. Son attaque surprise avait échoué. Les Américains étaient alertés. Leur puissance aérienne était active. Selon toutes les mesures conventionnelles, attaquer à nouveau était un suicide, mais il était sous ordre. L'offensive d'été exigeait une victoire à Tay Ninh. La situation politique exigeait un titre. Et donc il a pris une décision qui défie la logique militaire occidentale. Il a décidé de recommencer. Il a décidé de lancer le reste de son régiment contre la même base, contre les mêmes canons, à travers le même terrain de mise à mort. Il croyait que les Américains étaient faibles. Il croyait qu'ils étaient ébranlés. Il croyait que s'il les frappait juste plus fort, avec plus d'hommes, avec plus de courage fanatique, la machine se briserait. Il ne comprenait pas la machine. À l'intérieur de la base de tir Crook, la machine changeait de vitesse. Elle passait de la défense au réapprovisionnement. La bataille était terminée, mais la guerre logistique venait juste de commencer. Le lieutenant-colonel Carmichael savait que ses hommes avaient brûlé une quantité stupéfiante de munitions. Les obusiers de 105 mm avaient tiré des centaines d'obus par tube. Les canons de mitrailleuses étaient brûlés. Les stocks de grenades étaient bas. Si l'armée nord-vietnamienne revenait ce soir, la base serait à sec. Il a pris la radio. « Logistique, ici Crook. Nous sommes à court de munitions. Nous avons besoin d'un réapprovisionnement immédiat. Tout. 105 ruches, 5,56, 7,62. Grenades à fragmentation. Illumination. » À la base de Tay Ninh City et à Saigon, la demande a déclenché un réflexe massif. Le système logistique américain en 1969 était une merveille d'efficacité. C'était un tapis roulant d'acier qui s'étendait des usines de l'Ohio aux zones d'atterrissage au Vietnam. En 1 heure, le ciel a commencé à vibrer du son des rotors. Des hélicoptères Chinook, les grosses bêtes à double rotor, sont apparus à l'horizon. Ils arrivaient en flot. Ils n'atterrissaient même pas. Ils planaient à 3 mètres du sol. Le souffle des hélices soulevant une tempête de poussière rouge qui recouvrait tout. Les chefs d'équipage poussaient des palettes par les rampes arrière. Boum, une palette d'obus d'artillerie. Boum, une palette de munitions de fusil. Boum, des caisses de rations C et d'eau. Les soldats de Crook couraient, tête baissée contre la poussière, et traînaient les fournitures vers les bunkers. Ils arrachaient l'emballage. Ils reliaient les bandes de munitions. Ils empilaient les obus. C'était une course. Le soleil se déplaçait dans le ciel. Chaque heure de lumière du jour était un cadeau. Chaque heure les rapprochait de la nuit. Les hommes travaillaient dans une transe. Ils étaient épuisés. La chute d'adrénaline de la nuit précédente les avait laissés tremblants, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter.
Ils nettoyaient leurs fusils jusqu'à ce que le métal brille. Ils remplaçaient les canons brûlés des M60. Ils recablaient les Claymore. Ils tendaient de nouveaux barbelés concertina pour remplacer les sections qui avaient été soufflées par les torpilles Bangalore. Ils fortifiaient la zone de mise à mort. Pendant que l'infanterie travaillait, la section du renseignement était occupée. L'officier S2 de Crook examinait les données. Les capteurs parlaient à nouveau. Le radar PPS-5 balayait la jungle. Bip bip, bip bip. L'opérateur regardait l'écran phosphorescent vert. Il voyait l'encombrement des arbres. Il voyait la statique des averses de pluie. Et puis il a vu les verts. Des lignes vertes brillantes se déplaçant lentement sur la grille. « Monsieur, j'ai du mouvement secteur nord et nord-ouest porté 3 clics se rapprochant. » L'armée nord-vietnamienne se déplaçait en plein jour. C'était rare. Cela signifiait qu'elle se dépêchait. Cela signifiait qu'elle se massait. Les oreilles électroniques des Américains, les capteurs acoustiques largués par avion, captaient des vibrations, des pas, le tintement de métal sur métal, le son de creusement. L'image se formait. Le 272e régiment ne léchait pas ses blessures, il rechargeait. Carmichael a regardé la carte. Il a vu les marques au crayon gras rouge indiquant les concentrations ennemies. Il l'encerclait. Il coupait les routes. Ils isolaient la base. Il a réalisé la stratégie de l'armée nord-vietnamienne. Ils allaient essayer de submerger les capteurs avec trop de cibles. Ils allaient se précipiter de tous les côtés à la fois. Il pariait sur le fait qu'un canon ne peut tirer que dans une direction à la fois. Carmichael a pris le combiné radio. Il n'a pas appelé à l'aide. Il a appelé à la coordination. Toutes les stations, ici Crook 6. Attendez-vous à un contact lourd ce soir. Je veux des tirs de harcèlement et d'interdiction continue sur toutes les voies d'approche probables. Prétracez les concentrations défensives. Je veux Spooky en position au coucher du soleil et donnez-moi la Luciole. La Luciole. Un hélicoptère équipé d'une énorme batterie de projecteurs. Il pouvait transformer la nuit en jour. C'était la réponse au manteau d'obscurité de l'armée nord-vietnamienne. Alors que le soleil commençait à se coucher le 5 juin, l'ambiance dans la base était différente de la nuit précédente. La première nuit avait été de l'anxiété. Cette nuit était une détermination sinistre. Ils savaient ce qui était là-bas. Ils avaient vu les corps. Ils savaient que les hommes qui venaient pour eux étaient prêts à escalader un mur de leurs propres amis morts pour entrer. Le soleil a plongé sous la lisière des arbres cambodgiennes. Le ciel est devenu rouge sang, puis violet, puis noir. Le silence revint, mais cette fois le silence était lourd de connaissances. L'ANV était là dehors. Ils vérifiaient leurs AK. Ils attachaient des bandes de tissu blanc à leurs bras pour pouvoir se voir dans l'obscurité. Ils écoutaient les officiers politiques leur dire que les Américains étaient faibles, que les soldats fantoches étaient des lâches, que la victoire n'était qu'à une charge de distance. À l'intérieur du périmètre, les Américains écoutaient le radar. 20 heures, le 5 juin. Les tâtonnements commencèrent tôt. Des tirs de tireurs d'élite crépitèrent depuis la lisière des arbres. Zip, crac. Un sac de sable éclata. Un soldat jura. Puis les mortiers. Boum, boum. Les obus tombèrent à l'intérieur du complexe. La poussière et les éclats d'obus volèrent. « Gardez la tête baissée !» Un sergent cria. « Ne tirez pas avant de voir des cibles !» Carmichael retint le tir de riposte. Il ne voulait pas encore révéler les positions des armes. Il attendit. 23 heures. L'écran radar au COT, Centre d'opération tactique, s'illumina comme un arbre de Noël. Du mouvement partout. « Monsieur, ils arrivent du nord, du nord-ouest et du sud-ouest. On dirait toute la foutue division. » Ce n'était pas une division, mais c'était le reste du régiment. 2 bataillons frais, plus de 1000 hommes. Ils se déplaçaient différemment cette fois. Ils ne rampaient pas, ils couraient. Ils essayaient de réduire la distance avant que l'artillerie ne puisse les attraper. Carmichael donna l'ordre. « Illuminez, feu à volonté !» Un obus de 105 mm éclata au-dessus. Une fusée éclairante descendit en parachute. La jungle fut baignée d'une lumière jaune fantomatique et vacillante. Et ils étaient là, des vagues d'entre eux. Les centaines d'hommes en gris et kaki courant à travers les hautes herbes, tirant depuis la hanche. Ils hurlaient « Ouvrez le feu !» La base explosa. Si la nuit précédente avait été une escarmouche, c'était maintenant un chaudron. Le bruit était physiquement douloureux. La concussion des mortiers entrants et des obusiers sortants secouait le sol si fort que les hommes rebondissaient dans leurs trous de combat. L'obus ruche trancha à nouveau. Crac, whoosh. Des milliers de fléchettes volèrent dans l'obscurité. Mais l'ANV avait appris. Ils se dispersèrent.
Ils utilisèrent les cratères de la nuit précédente comme couverture. Ils supprimèrent les bunkers américains avec des RPG. Un obus RPG s'écrasa dans un bunker du côté nord. Il perça les sacs de sable. L'explosion tua 2 Américains et en blessa 3. Une brèche s'ouvrit dans la ligne. Ils sont passés. Ils sont dans les barbelés au secteur nord. L'ANV se déversa vers la brèche. Ils sentaient le sang. C'est le moment où les batailles sont perdues. Quand le périmètre se brise, la panique s'installe. La cohésion se dissout. L'ennemi se mélange aux alliés. Le soutien aérien ne peut pas larguer de bombes, l'artillerie ne peut pas tirer. Cela devient une bagarre. Mais Carmichael avait un système pour cela aussi. Larguez le flash, donnez-moi la luciole. Au-dessus du champ de bataille, l'hélicoptère Luciole alluma ses lumières. 7 puissantes lampes à arc au xénon percèrent la fumée. Les faisceaux balayèrent le sol. Ils aveuglèrent les attaquants. Les soldats de l'ANV se figèrent une fraction de seconde, pris dans l'éclat comme des cerfs. Et puis les Cobras arrivèrent. L'hélicoptère d'attaque AH-1 Cobra était un requin dans le ciel, mince, rapide et armé de roquettes et de mitrailleuses. Les pilotes, portant des viseurs de casque, regardèrent vers le bas la brèche illuminée. « Talio engage !» Les Cobras plongèrent. Ils tirèrent des roquettes de 2,75 pouces directement dans la brèche des barbelés. Whoosh, whoosh, whoosh. Bang, bang, bang. Les explosions tracèrent une ligne juste en travers du front de l'assaut de l'ANV. Les ondes de choc aplatirent l'herbe. Les éclats d'obus déchiquetèrent les attaquants. Puis les mitrailleuses. Le son était un gémissement continu de machinerie. Les traceurs se déversèrent dans la brèche. L'assaut de l'ANV sur le mur nord s'arrêta. Ils ne pouvaient pas avancer dans ce mur de feu. Ils ne pouvaient pas reculer. Ils moururent là où ils se tenaient. Mais l'attaque n'était pas seulement au nord, elle était partout. Sur le périmètre sud, une escouade de sapeurs réussit à passer sous les barbelés. Ils rampaient vers les fosses d'artillerie. Ils voulaient les canons. S'ils pouvaient faire sauter les culasses des 105, la base serait sans défense. Un jeune soldat américain, un gamin de l'Iowa qui était dans le pays depuis 3 mois, les vit. Il servit une mitrailleuse M60. Il n'attendit pas les ordres. Il se leva dans son trou de combat pour avoir un meilleur angle. Il pressa la gâchette. Le M60 cracha, bouteur à bouteur. La bande de munitions s'alimenta dans l'arme. Les douilles en laiton volèrent. Il dirigeait le tir droit sur les sapeurs. Il les vit sursauter et s'arrêter. Il vit les charges explosives exploser prématurément lorsque les balles les touchèrent. Il continua à tirer jusqu'à ce que le canon devienne rouge incandescent. Il continua à tirer jusqu'à ce que l'arme s'enraye. Puis il prit son M16 et continua à tirer. Il sauva les canons. À 3 heures le 6 juin, l'intensité de l'attaque commença à diminuer. Non pas parce que l'ANV voulait s'arrêter, mais parce qu'il manquait d'hommes. La vague humaine s'était écrasée contre le rocher et le rocher n'avait pas bougé. L'opérateur radar aux côtes observa les points. Il reculait. Les vers verts faisaient demi-tour. « Il se replie, monsieur. » Carmichael essuya la sueur de ses yeux. Il regarda sa montre. Il s'était battu pendant 5 heures. « Ne les laissez pas partir, dit-il. Poursuivez par le feu. » L'artillerie passa du tir défensif au tir de poursuite. Ils allongèrent la portée. Ils firent marcher les obus après l'ennemi en retraite. Ils pilonnèrent les sentiers menant au Cambodge. Ils voulaient s'assurer que quiconque s'éloignait de Crook ne voudrait jamais revenir. Quand le soleil se leva le 6 juin, la scène était une répétition de la veille, mais l'échelle était plus grande, l'odeur était pire, la chaleur cuisait déjà le champ de bataille. Mais l'histoire n'était pas terminée. L'ANV était tenace. Ils avaient encore des forces dans la zone. Et les Américains à Crook atteignaient un point de rupture. Sans sommeil depuis 48 heures, assourdis, traumatisés, et puis une nouvelle menace émergea. Le temps. Au Vietnam, la mousson est un combattant. Les nuages arrivèrent épais et bas. Le plafond descendit. La pluie commença. Elle tomba en nappe. Pour les Américains, c'était un désastre. Les hélicoptères ne pouvaient pas voler sous la pluie battante. Les hélicoptères de combat Spooky étaient cloués au sol. Les frappes aériennes furent annulées. Les yeux dans le ciel étaient aveuglés. Pour le commandant de l'ANV, c'était un miracle. C'était l'opportunité. Il vit la pluie et il vit une chance pour un dernier pari désespéré. Il ne pouvait pas lancer une vague massive à nouveau. Il n'avait pas la main-d'œuvre, mais il pouvait lancer un raid, une infiltration silencieuse et mortelle. Pendant que la pluie masquait le son des coupe-fils, il rassembla ses meilleurs sapeurs survivants, ceux qui avaient vécu 2 nuits d'enfer. Il leur dit « Ce soir, la pluie est notre allié. Ce soir, nous tuons le radar. »
Il comprenait maintenant. Ce n'étaient pas les canons qui le battaient, c'étaient les yeux. Le radar était le centre de gravité. S'il pouvait détruire l'antenne radar, les Américains seraient aveugles. Alors, dans la nuit du 6 juin, alors que la pluie martelait les toits en tôle des bunkers et transformait la poussière de latérite en boue rouge, le troisième acte commença. C'était plus calme cette fois. Pas de clairon, pas de vagues humaines, juste des ombres se déplaçant sous la pluie. À l'intérieur de la base, les hommes étaient misérables. Les tranchées se remplissaient d'eau. Les ponchos étaient inutiles. Les armes étaient mouillées. Les opérateurs radars fixaient leur écran, mais la pluie créait du fouillis. L'écran était rempli de parasites. Les gouttes de pluie réfléchissaient les ondes radars. Il ajusta le gain. Il essaya de le filtrer. « Monsieur, j'ai beaucoup de bruit. Difficile de distinguer les cibles. Continuez à surveiller. Le sergent dit qu'ils sont là dehors. » C'était une équipe de 6 sapeurs. Ils avaient rampé 3 kilomètres dans la boue. Ils étaient au barbelé. La pluie martelait leur dos, masquant le son de leur respiration. Ils coupèrent le premier brin. Ping! Le son se perdit dans le tonnerre. Ils coupèrent le deuxième brin. Ils étaient à l'intérieur. Ils se dirigèrent vers le bunker de commandement, vers l'antenne radar qui tournait silencieusement sous la pluie. C'était la micro-bataille, la guerre des centimètres. Les barrages d'artillerie massive des nuits précédentes n'avaient plus d'importance maintenant. Tout se résumait à une sentinelle. Un gamin nommé Miller grelottant dans son poncho, fixant l'obscurité humide. Miller essuya l'eau de ses yeux. Il crut voir quelque chose, une ombre plus sombre que la nuit, une forme qui n'avait pas sa place. Il ne radiota pas, il ne cria pas, il fit confiance à son instinct. Il enleva la sécurité de son M16, il attendit. La forme bougea, elle était à 3 mètres. Miller tira, crac. Le coup fut avalé par la tempête, mais la balle trouva sa cible. Le sapeur de tête tomba, mais les autres étaient juste derrière lui. Ils bondirent, ils lancèrent une grenade. Boum! L'explosion secoua le bunker de commandement. Les éclats d'obus déchirèrent les sacs de sable. L'écran radar vacilla et mourut. Le radar est en panne. Le radar est en panne. La base était aveugle. Pour la première fois en 3 jours, l'ANV avait l'avantage. Ils avaient détruit l'œil technologique. Maintenant, c'était homme contre homme dans la boue. Les sapeurs se précipitèrent sur le bunker. Ils avaient des AK-47 et des charges explosives. Ils hurlaient. Maintenant, à l'intérieur du bunker, les officiers d'état-major saisirent leurs fusils. Les opérateurs radio saisirent leurs pistolets. Ce n'était plus un duel d'artillerie à longue portée, c'était du corps à corps. Car Michael dégaina son 45. Défendez le Teyo. Personne n'entre. Le combat pour le bunker de commandement fut un flou de chaos. Les éclairs de bouche illuminèrent la pluie. Les hommes luttèrent dans la boue. Un sapeur arriva à l'entrée, levant une charge. Un cuisinier, un homme dont le travail était d'ouvrir des boîtes de haricots, le plaqua. Ils roulèrent dans l'eau. Le cuisinier enfonça son pouce dans l'œil du sapeur. Le sapeur hurla. La charge explosa, mais le corps du sapeur étouffa l'explosion. Le cuisinier fut projeté en arrière, étourdi, mais vivant. La brèche fut scellée. Les sapeurs restants furent abattus par le tir croisé du périmètre intérieur. L'attaque s'éteignit. La pluie continua de tomber. Le lendemain matin, 7 juin, le soleil revint. La base était une épave. Les barbelés avaient disparu. Les bunkers étaient battus. Le radar était un morceau de métal tordu. Mais le drapeau était toujours là. L'ANV était parti pour de bon cette fois. Ils avaient tout dépensé. Ils avaient jeté 3 bataillons dans le broyeur. Ils avaient essayé les assauts de masse. Ils avaient essayé les tactiques de siège. Ils avaient essayé les raids commando. Et ils avaient échoué. Le coup était apocalyptique. Le décompte final des corps pour la bataille de 3 jours de la base de tir Crook entrerait dans les livres d'histoire comme l'un des engagements les plus déséquilibrés de la guerre. Mais les chiffres sur une page ne racontent pas l'histoire. L'histoire était dans les yeux des survivants. Les hommes du 322 d'infanterie, ils regardèrent les piles de morts ennemis, maintenant plus de 400 confirmés, et ils ne ressentirent pas de triomphe. Ils ressentirent une crainte froide et creuse de ce qu'ils avaient fait. Ils réalisèrent qu'ils faisaient partie d'un système qui pouvait tuer à une échelle industrielle. Ils réalisèrent que le courage seul ne faisait pas le poids face à l'obus ruche. Et ils réalisèrent autre chose. La guerre avait changé. Il ne s'agissait pas de tenir un territoire. Il ne s'agissait pas de gagner les cœurs et les esprits. Il s'agissait d'attrition.
Il s'agissait de mathématiques. Alors que les Chinooks arrivaient pour emporter les corps, tant de corps qu'ils devaient être mis en filet dans des élingues de cargaison et transportés comme du bois, les soldats s'assirent sur leurs sacs de sable et fumèrent. Ils avaient gagné. Mais ils avaient l'impression d'avoir simplement survécu à une catastrophe naturelle. La bataille de la base de tir Crook était terminée. Mais la leçon qu'elle enseigna à l'armée américaine et à l'ANV se répercuterait tout au long du reste de la guerre. Elle prouva qu'une petite base américaine isolée pouvait résister à des nombres écrasants, à condition que la partie soutien de feu du nom soit prise littéralement. C'était la preuve ultime du concept. Utiliser des balles, pas des hommes. Mais pour l'ANV, la leçon était différente. Ils apprirent que saisir la boucle de ceinture ne suffisait pas si l'ennemi était prêt à larguer de l'artillerie sur sa propre position. Ils apprirent que l'écart technologique se creusait. Et pour les hommes qui étaient là, la leçon était simple. Vous pouvez tuer 300 hommes en une nuit, et la jungle sera toujours là le matin, verte, silencieuse et en attente. Les canons de la base de tir Crook se refroidirent enfin. Le 8 juin 1969, les canons des obusiers de 105 mm étaient piqués et rayés par la chaleur du tir soutenu. Les arbres survivants à l'extérieur des barbelés étaient dépouillés de leurs feuilles, se dressant comme des squelettes brisés contre le ciel gris. Maintenant, les calculatrices sortirent dans les bunkers de commandement de Saigon et Washington. Les analystes regardèrent la bataille de la base de tir Crook, non pas comme une histoire de survie, mais comme un ensemble de données. Ils introduisirent les chiffres dans les cartes perforées des ordinateurs centraux IBM. Le résultat était glaçant. En 3 nuits de combat, l'armée nord-vietnamienne avait sacrifié près de 400 hommes. C'est le décompte confirmé des corps. Des corps réellement trouvés, touchés et comptés par les troupes américaines. Le nombre réel, incluant ceux traînés ou désintégrés par l'artillerie lourde, était probablement le double. Une portion significative du 272e régiment, une unité avec des années d'expérience de combat et d'entraînement durement gagnée, avait été effacée. Et le coût pour les États-Unis, un soldat tué au combat. 1. Le ratio était de 400 pour 1. C'est le point culminant de l'histoire. C'est là que le récit passe de la sueur de la tranchée à la logique froide du système. L'attaque sur la base de tir Crook fut une énorme erreur, non seulement parce qu'elle échoua, mais parce qu'elle valida une nouvelle réalité terrifiante de la guerre. Le commandant de l'ANV avait opéré sur l'hypothèse de 1965, que si vous êtes assez brave, si vous êtes prêt à mourir en nombre suffisant, vous pouvez submerger une position américaine. Il croyait que l'esprit pouvait surmonter la matière. La base de tir Crook prouva que la matière, spécifiquement la matière hautement explosive livrée avec une précision parfaite, avait gagné. Les Américains avaient transformé le champ de bataille en un problème mathématique. Ils avaient calculé la quantité exacte d'explosifs nécessaires pour saturer un carré de grille, et ils l'avaient livré. Les soldats de l'ANV ne combattaient pas des hommes, ils combattaient un algorithme logistique. L'erreur était de penser que les Américains défendaient un territoire. Ils ne le faisaient pas. Le lieutenant-colonel Carmichael et ses supérieurs ne se souciaient pas du morceau de boue sur lequel Crook était assise. Elle n'avait aucune valeur stratégique. Ce n'était pas une ville, ce n'était pas un pont. C'était simplement un endroit où l'ennemi pouvait être tué. La base n'était pas un château, c'était une enclume. L'ANV était le marteau, et les Américains étaient heureux de laisser le marteau frapper l'enclume encore et encore, jusqu'à ce que le marteau se brise. Cette prise de conscience se répercuta dans les conséquences. Les soldats du 3e bataillon, 22e d'infanterie, furent recommandés pour une citation d'unité présidentielle. Ils furent salués comme des héros. Le général Cratton Abrams désigna Crook comme l'exemple parfait de sa stratégie d'une seule guerre. Mais pour les hommes qui se tenaient sur le remblai et regardaient la moisson de mort, le sentiment était différent. Dans les jours qui suivirent la bataille, l'adrénaline s'estompa, remplacée par un profond épuisement vibrant. Ils durent s'occuper des corps. C'était une tâche sanitaire sinistre. Des bulldozers furent amenés, des fosses communes furent creusées. L'odeur de chaux et de décomposition plana sur la base pendant des semaines. Les entretiens avec les survivants dressent un tableau non pas de triomphe, mais d'une étrange incrédulité creuse. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi l'ennemi continuait d'avancer. Ils ne pouvaient pas réconcilier l'humanité des jeunes soldats nord-vietnamiens avec l'acharnement robotique pur de leurs attaques. Ils étaient courageux, dit un sergent américain des années plus tard. Il faut leur reconnaître ça. C'étaient les hommes les plus courageux que j'ai jamais vus, et nous les avons massacrés comme du bétail. C'est le paradoxe de Crook. C'était un chef-d'œuvre tactique. C'était un triomphe défensif.
mais c'était aussi une cicatrice morale. Cela a démontré que dans la guerre industrielle moderne, le courage n'est qu'une variable de plus à broyer. Alors que Jevant se transformait en juillet, le 272e régiment retourna en boitant de l'autre côté de la frontière cambodgienne. Ils étaient brisés. Ils ne seraient pas opérationnels au combat pendant des mois. Ils durent recruter de nouveaux adolescents dans les villages du Nord, leur donner des fusils et les faire marcher le long de la piste Ho Chi Minh pour remplacer les vétérans qui étaient morts dans les barbelés à Crook. La mémoire institutionnelle de l'unité fut rompue. Et qu'en est-il de la base de tir Crook elle-même? Voici la résolution amère. Quelques mois plus tard, les Américains firent leur bagage. Ils démantelèrent les bunkers, ils retirèrent l'artillerie, ils enroulèrent les barbelés, ils chargèrent tout dans des Chinooks et s'envolèrent. Ils abandonnèrent la base. Ils n'en avaient plus besoin. Elle avait fait son travail. Elle avait tué le nombre requis de soldats ennemis. L'ANV, ou ce qu'il en restait, finit par revenir sur le site. Ils ne trouvaient rien d'autre que de la boue, des déchets et les fantômes de leurs amis. Ils plantèrent un drapeau sur le remblai vide. Ils prétendirent avoir libéré la zone, mais il n'y avait rien à libérer, juste un morceau de terre empoisonné où l'herbe peinait à repousser. C'est la tragédie de la guerre d'usure. La victoire ne se mesure pas en kilomètres gagnés ou en villes capturées. Elle se mesure au point de croisement, le moment théorique où vous tuez l'ennemi plus vite qu'il ne peut remplacer ses pertes. La base de tir Crook était le point de croisement rendu visible. C'était le système fonctionnant parfaitement. Et pourtant la guerre continua. Le massacre continua pendant encore 6 ans. Parce que si les Américains avaient les mathématiques, les Nord-Vietnamiens avaient le temps. Ils réalisèrent que peu importe combien d'hommes ils perdaient dans des endroits comme Crook, ils n'avaient qu'à attendre. Ils savaient qu'éventuellement le public américain regarderait le registre, non pas des morts ennemis, mais des dollars américains et des passions américains, et déciderait que le coût était trop élevé. L'image finale de cette histoire n'est pas l'écran radar, ou l'obus en nid d'abeille, ou le fantôme sous la pluie. C'est la jungle. Aujourd'hui, si vous allez dans la province de Tay Ninh, aux coordonnées où se trouvait autrefois la base de tir Crook, vous ne trouverez rien. La jungle a tout repris. L'herbe à éléphant fait 1,80 m de haut. Le sol latéritique a recouvert les cratères. Les barbelés ont rouillé en poussière rouge. Les fermiers là-bas peuvent déterrer un morceau d'éclat d'obus de temps en temps ou un fragment de botte, mais la forteresse a disparu. La machine a disparu. L'énorme erreur du Viet Cong en 1969 fut d'attaquer une scie circulaire technologique. Mais en regardant en arrière depuis 50 ans plus tard, nous pouvons voir le contexte plus large. La bataille était un exemple microscopique de toute la guerre. Une collision entre une force qui mesurait le succès en nombre de corps et une force qui mesurait le succès en endurance. Les États-Unis ont gagné la bataille de la base de tir Crook. Ils l'ont gagnée de manière décisive. Ils l'ont gagnée avec une maîtrise de la puissance de feu qui a rarement été égalée. Mais le silence qui règne sur ce morceau de jungle aujourd'hui raconte une histoire différente. Il nous dit que vous pouvez gagner la bataille, vous pouvez perfectionner le ratio de morts, vous pouvez transformer la nuit en jour avec des fusées éclairantes et des radars, et vous pouvez quand même perdre la guerre. L'erreur fut momentanée, les conséquences furent éternelles. Et pour les 400 hommes qui moururent dans les barbelés, la distinction n'avait pas d'importance. Ils étaient le carburant d'une machine qui, pendant 3 nuits en juin 1969, fonctionna exactement comme prévu.